absolument pas, n'est pas dans un rapport de soumission, inventé par rapport à cette matière. Donc, vous voyez, je défends un axe qui est très particulier, qui est un axe de totale autorisation, d'une certaine manière, par rapport à ces textes-là, et en même temps de total respect, c'est-à-dire et de totale capacité critique, parce qu'il y a bien évidemment... Et qu'il faut l'aborder avec la notion du concept texte. Exactement. Ce que les fondamentalistes ne font pas, et vous dites à juste raison qu'ils en font une lecture par fragments. Ils en font une lecture. Alors, c'est à la carte. C'est lecture par fragments, c'est lecture biaisée absolument. Et une exégèse sauvage. Une exégèse sauvage qui, soi-disant, se présente comme du littéralisme, mais qui est une exégèse totale parce que nous sommes au XXIe siècle et, pardonnez-moi, un siècle écrit au VIIe siècle, de fait, ce que vous en dites aujourd'hui... Un texte écrit au VIIe siècle. Voilà, oui. Voilà, donc de fait, c'est fort improbable. Mais voilà, donc c'est une des batailles d'aujourd'hui. Et puis cette bataille, elle est, on le voit, je veux dire, la pensée entre guillemets intégriste, c'est même trop beau, mais la fanatisation des esprits est quelque chose qui est quand même très très présent et qui nous renvoie à précisément un exil occidental, si je prenais la parole de Corbin, c'est-à-dire que en chacun de nous, dans toutes nos sociétés, il y a cette dérive potentielle, toujours, moi j'ai travaillé sur la question de l'entropie, avec un E, il y a cette entropie comme ça, alors ça vient d'une inquiétude, d'une peur, d'un repli, que sais-je, de difficultés, c'est-à-dire que nous sommes dans des temps où effectivement il y a un sentiment assez fort d'adversité, etc. Donc cette fanatisation et ce refus de l'esprit de la Renaissance, c'est-à-dire en somme d'un esprit critique, au sens où on s'interroge sur les conditions de possibilité de quelque chose, c'est quelque chose là aussi de profondément universel. Donc, alors poursuivons toujours dans ce deuxième volet de notre triptyque, c'est la notion finalement de citoyenneté qui m'a intéressé au plus haut point. C'est d'abord le citoyen in abstracto de ses appartenances qui ne se soumet qu'à la loi commune, la loi comme une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes, et on ne peut pas se prévaloir d'une quelconque législation céleste. D'abord, pour être citoyen. Tout à fait. Et alors là, en plus, il y a des réflexions qui, si j'ose dire, se croisent. Puisque depuis, je dirais que c'est aussi ce fil que j'ai tiré de la réflexion sur une citoyenneté, de la réflexion d'un rapport au souci de l'état de droit, et j'ai essayé dans mes travaux, les plus récents aussi, de montrer comment le souci de soi et le souci de l'état de droit étaient matriciellement au même endroit. Ce qui était loin d'être évident pour beaucoup, parce que certains, et beaucoup même, recouvrent le terme d'individu par le seul terme d'individualisme et non pas d'individuation. Et à partir du moment où vous comprenez que, au contraire, ce qui fait un individu, c'est la question de l'individuation, c'est-à-dire, oui, un processus de singularisation, de différenciation, mais un processus qui n'est que, pour reprendre votre terme, en entrelac avec le monde, avec l'autre, avec ce qui n'est pas lui, avec la conscientisation de son manque, mais aussi la conscientisation des manques qui l'ont précédé, parce qu'un être humain, comme dit Jung, voilà, c'est un âge immense, et donc tout ce qui a été avant soi est en soi, et bien évidemment les différents futurs viennent aussi nous construire. Donc cette citoyenneté, elle est le ferment de tout ça, c'est-à-dire qu'elle travaille avec toute cette, à la fois cet endogène, à l'instant T où nous sommes,
avec notre monde, nos insuffisances et en même temps nos suffisances, je veux le dire au sens positif du terme. Vous avez quantité de grands spécialistes des questions des cultural studies, des subaltern studies, des post-colonial studies, puisque c'est essentiellement là où on a repensé le schème multiculturaliste, comme on dit, mais je n'aime pas ce terme-là, le schème universel. On lui a redonné un nouvel acte où on dit très clairement la culture dans toutes ses dimensions, la culture est un bien vital. La culture au sens de mon histoire, ma tradition, mon origine. Et donc je mets en place différents types de loyauté, différents types de fidélité par rapport à ça. Et en même temps la culture précisément au sens d'une autorisation de déconstruction de cette origine. Et de quelque chose que je ne connais pas. La culture au sens d'œuvre. La culture au sens de futur. La culture au sens de commons, la culture au sens de désaffiliation, de désappropriation, mais attention, désirée ou en bataille, mais quelque chose qui fait que je ne suis pas au même endroit, et que ma vie, c'est là aussi, c'est le fameux chemin d'Orient, c'est-à-dire que je bouge, je n'ai pas une assignation à résidence. Et là aussi, pour reprendre un terme simple d'Amartya Sen, mais qui est très bien vu, il avait là aussi dans une série de conférences qui s'appelle Violence et identité, je crois, enfin qui a été sous un livre, il dit voilà, à partir du moment où vous polarisez votre identité, vous la polarisez, généralement comment on la polarise ? Ethnie, religion. Voilà. Généralement, c'est un peu ça. À partir du moment où vous faites ça, et alors c'est pire encore quand on vous fait subir ça, mais soi-même, on participe de ce mouvement de réduction. Vous êtes dans vous transformez votre identité en captivité. Donc, vous faites de votre identité une captivité, alors que nous devons comprendre comment l'identité plurielle, alors ça paraît profondément théorique, mais c'est la vérité. Nous sommes nombreux à l'intérieur de nous. Si vous voulez, c'est ce que sans doute la psychanalyse aussi nous enseigne. Et on nourrit des mentalités obsidionales, on pense qu'on est assiégé, et donc on se recroqueville, on se serre fileusement les coudes. Tout à fait. Et à ce moment-là, on perd une puissance de déploiement qui est mortifère, c'est-à-dire qu'on fait parler, parce que bien évidemment, il y a un conflit en nous sur la question d'un conflit psychique de base entre l'éros et le thanatos, comme dirait un autre grand psychanalyste. Mais surtout, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que nous participons de ce réductionnisme et de cette panique à montrer une seule manière de penser notre appartenance. Alors que je pense que cette notion d'appartenance est fondamentale, mais qu'en revanche, il faut ouvrir cette notion d'appartenance, ce qui n'est pas simple, mais c'est ce qui est aussi la densité d'une expérience existentielle forte. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Cynthia Fleury. Nous parlons à la fois philosophie, mais surtout dialogue entre l'Orient et l'Occident. Et nous avons appris aujourd'hui qu'il s'agit davantage de pôles métaphysiques et pas nécessairement des endroits géographiques. Cynthia Fleury dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu et elle est professeure de philosophie politique à l'Université américaine de Paris. L'ouvrage qui nous sert comme base de discussion ce matin est Dialoguer avec l'Orient aux éditions du CNRS Éditions. Pour cette troisième partie, et Cynthia Fleury, si vous voulez bien, revenons à ce que vous avez appelé, non sans raison d'ailleurs,
les espaces renaissants, revenir à l'esprit de la Renaissance. Alors vous faites entrer en résonance le foyer perse, ou la Renaissance perse et la Renaissance florentine, à travers des figures emblématiques. Vous l'avez déjà dit vous-même, pour ce qui concerne la Renaissance florentine, on a